Le jour où mon patron m'a convoqué dans son bureau, j'ai cru que c'était pour une promotion. À la place, j'ai découvert que des bagues d'une valeur de 5 000 € avaient disparu. Et la superviseuse, celle qu'on appelait salope dans mon dos, m'a regardé droit dans les yeux en disant: C'est de ta faute, tu étais le dernier à les toucher. J'ai été licencié sur le champ. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce licenciement allait me mener droit vers la vengeance parfaite. Une vengeance qui l'a conduite en prison et qui m'a ramené à l'homme qui m'a toujours traité comme son fils. Si vous avez déjà été trahi par un collègue, cette histoire est pour vous. Regardez jusqu'au bout, écrivez justice dans les commentaires et dites-moi d'où vous venez. Pour que vous compreniez l'ampleur du poison qui coulait dans les veines de cette femme, je dois vous ramener en arrière. Bien avant que cette boîte en velours vide ne scelle mon destin, je dois vous parler de la compagnie A, de ma famille. Imaginez une petite équipe de 10 personnes, une véritable ruche, mais une ruche où chacun se serrait les coudes. Le propriétaire, c'était plus qu'un patron, c'était un mentor. Un homme qui se souvenait du nom de vos enfants, qui vous serrait dans ses bras quand vous aviez un décès dans la famille. Je me souviens de semaines de 60 heures, éreintantes, mais je me souviens aussi des primes surprises, des cadeaux négociés spécialement pour nous. Le summum, lorsque son fils s'est marié. Il a fermé l'entreprise pendant une semaine entière, payé, pour que nous tous, nous puissions assister à ce jour de bonheur. Nous étions invités, pas comme des employés, mais comme des membres de la famille. Nous avions nos disputes, bien sûr, comme dans toute famille, mais le respect était toujours là. Mais même dans les familles, il y a des rêves brisés. Le poste de manager est devenu vacant. J'étais l'un des plus anciens, j'avais tout donné. J'ai postulé le cœur plein d'espoir. Et on me l'a refusé. La raison? Trois petits mots sur un bout de papier que je n'avais pas: licence en administration. Un autre l'avait, la logique était impitoyable. Ce refus a été une douche glaciale, une remise en question brutale. J'étais arrivé ici juste après le lycée, j'avais tout appris sur le tas, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que pour grandir, il me fallait ce sésame. C'était une décision déchirante, mais j'ai annoncé mon départ au propriétaire. Je lui ai expliqué ma quête, ma soif d'apprendre. Et il a compris. Il m'a serré la main, les yeux brillants de fierté, en me disant que la porte resterait toujours ouverte. Je partais la tête haute. Puis est arrivée l'université. La réalité. Les bourses gouvernementales couvraient les cours, mais pas le loyer de mon petit studio, pas les paquets de pâtes à la fin du mois. Il fallait un job alimentaire. C'est là que je suis entré dans la gueule du loup. La compagnie B. Un immense magasin de détail, une machine à broyer les âmes avec une cinquantaine d'employés. Le turnover était si effrayant qu'on reconnaissait à peine les visages d'un mois sur l'autre. J'ai atterri à l'entrepôt, un simple employé à temps partiel sous les ordres d'un superviseur. L'ambiance était déjà lourde, mais je me disais que c'était temporaire. Je tenais bon. Les années ont passé. J'ai décroché ma licence. Et à la compagnie B, j'ai grimpé les échelons. De simple clerc, je suis devenu employé à temps plein, et quand le poste de superviseur de l'entrepôt s'est ouvert, je l'ai saisi. J'étais fier. J'avais réussi à concilier études et travail. J'avais un poste de responsabilité. C'est à ce moment-là que j'ai engagé Karine, une femme intelligente et discrète qui allait devenir, sans que je le sache encore, mon ange gardien. Et puis, elle est arrivée. Elle a commencé comme caissière. Appelons-la Sandra. Dès le début, on sentait en elle une ambition dévorante, une soif de pouvoir qui lui faisait lécher les bottes avec une efficacité redoutable. En temps record, elle a profité d'un congé maternité pour se faufiler dans l'équipe des ventes et a fini par décrocher le poste de superviserise des ventes. Notre relation, dès le premier jour, était un champ de bataille. Nous étions l'huile et le vinaigre. Elle me souriait en face et dans mon dos, elle racontait à qui voulait l'entendre que j'étais incompétent, que mon entrepôt était un désordre. En réunion, elle me coupait constamment la parole, présentant mes idées comme les siennes avec un culot incroyable. Elle avait un don. Elle n'était jamais en tort. C'était toujours la faute du client, du livreur, d'un collègue, ou la mienne. Elle répétait à tous qu'elle ne pourrait respirer que le jour où je serais parti. Elle semait le poison, et elle le faisait avec le sourire. Le jour fatidique, je m'en souviens comme si c'était hier. Une atmosphère étrange pesait dans l'air dès le matin. Nous avions une dispute particulièrement huleuse, Sandra et moi, à propos d'un retard de livraison qu'elle m'avait injustement imputé. L'énergie entre nous était électrique, chargée de taine. Et puis, le collier est arrivé. C'était un écrin pour un ensemble de bagues. Pas n'importe lesquelles. Des bagues de créateurs, d'une valeur de plus de 5 000 €, commandées par l'un de nos clients les plus prestigieux.
Mon sang n'a fait qu'un tour. Des années auparavant, j'avais moi-même mis en place une procédure de sécurité très stricte pour les articles de luxe. Une checklist méticuleuse conçue pour éviter exactement ce genre de drame. Ce jour-là, c'est moi qui ai réceptionné le colis. Je me souviens du poids de l'écran en velours dans ma main. J'ai suivi la procédure à la lettre. Vérification du numéro de série, inspection visuelle sous la lampe, signature sur la fiche de log. La dernière étape, cruciale, était de le faire mettre immédiatement dans le coffre-fort du bureau. Je me suis dirigé vers le bureau, l'écrin serré dans ma peau moite, et la seule personne présente, la seule ayant la combinaison du coffre à ce moment-là, était Sandra. Je me suis approché de son bureau, elle tapotait sur son clavier, feignant d'être absorbée par un email. Je lui ai dit que je devais ranger les bagues. Je lui ai tendu l'écrin, elle a levé les yeux. Son regard s'est posé sur la boîte puis remonté vers moi. Il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux, seulement un calcul froid. Elle n'a pas souri, elle a simplement indiqué un coin libre sur son bureau d'un geste négligent et elle a dit, d'une voix traînante et pleine de condescendance, de poser la boîte là, qu'elle s'occuperait de ça dès qu'elle aurait fini son email. Un silence gênant s'est installé. Je sentais son hostilité, son refus de coopérer. L'idée de rester une seconde de plus près d'elle m'était insupportable. Contre mon propre protocole, contre mon instinct qui hurlait à danger, j'ai déposé l'écrin sur le coin de son bureau. Je suis parti, sans un regard en arrière. Je n'ai jamais vu toucher à cette boîte. Je n'ai jamais vu l'approcher du coffre-fort. Ce détail, ce simple geste que je n'ai pas vu, allait devenir l'arme absolue qu'elle retournerait contre moi. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. C'était le manager. Sa voix était crispée, métallique. Il me demandait de venir à son bureau immédiatement. Quand j'ai poussé la porte, l'atmosphère était glaciale. Le manager était assis derrière son bureau, le visage fermé. À ses côtés, la consultante en RH, une femme que nous n'apercevions que lorsqu'un licenciement était inévitable. Et puis il y avait elle, Sandra, assise bien droite, les mains posées sur les genoux, un masque de préoccupation professionnelle sur le visage. Le manager a pris la parole. D'une voix plate, il a annoncé que l'ensemble de bagues de 5 000 € avait disparu. Le coffre était vide. Mon estomac s'est noué. J'ai immédiatement expliqué la procédure, point par point. J'ai raconté comment j'avais suivi chaque étape, comment j'avais confié l'écrin à Sandra. C'est alors qu'elle a intervenu. Elle a raconté une histoire complètement différente. Elle a prétendu avoir reçu la boîte, l'avoir ouverte pour vérifier son contenu comme cela était censé être la règle, et l'avoir trouvée vide. Elle a soutenu au manager, avec une conviction glaçante, que la dernière personne à avoir eu les bagues, c'était moi, que je les lui avais remises dans une boîte déjà vide. Je suis devenu blême. C'était un coup de poignard. La trahison était si parfaite, si calculée. Et le coup de grâce est tombé. Le système de vidéosurveillance qui couvrait normalement le bureau était en panne depuis plusieurs jours. Une coïncidence malheureuse. Trop malheureuse. Il n'y avait aucune preuve, aucune trace. C'était sa parole contre la mienne. Et dans ses yeux, alors que le manager nous demandait de sortir un instant, j'ai vu passer une lueur de triomphe absolu, sauvage, un regard qui disait ⁇ Je t'ai eu, tu es fini ⁇ Le rappel dans le bureau a été bref. Le manager, pâle, m'a annoncé la décision. En tant que responsable dernier à avoir eu la marchandise, et en l'absence de preuves pour étayer ma version, la compagnie n'avait pas d'autre choix que de me licencier pour faute grave. Il a ajouté, comme une tentative de clémence, qu'il ne porterait pas plainte à la police pour le vol, faute de preuves concrètes. Entendre ce mot vol m'a physiquement rendu malade. Ma carrière, ma réputation, tout s'effondrait en un instant. Je suis retourné à l'entrepôt, sous le choc, pour vider mon casier. J'ai croisé le regard horrifié de Karine. Je n'ai eu besoin de rien lui expliquer. Elle a tout compris dans mon regard. J'ai chuchoté Sandra et elle a fermé les yeux, hochant lentement la tête. J'ai pris mes affaires, un simple carton avec une photo de ma famille et un vieux mug, et j'ai quitté les lieux pour la dernière fois. La porte s'est refermée derrière moi sur un monde de mensonges. Les jours qui ont suivi mon licenciement étaient parmi les plus sombres de ma vie, son d'une pluie contre une vitre. Je restais cloîtré dans mon appartement, les rideaux tirés, le monde extérieur me semblait hostile. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter, craignant un appel de la police. Le mot voleur tournait en boucle dans ma tête, une accusation insupportable qui souillait tout ce que j'avais construit. Comment trouver un nouveau travail?
Qui voudrait de moi avec cette tâche sur mon dossier? Mon diplôme, obtenu avec tant de sacrifices, Semblait soudain sans valeur. Je me sentais nu, trahi, brisé. L'amertume était un poison lent qui me rongeait de l'intérieur. Au fond de ce puits, une pensée a fini par émerger, ténue mais obstinée. une lueur, le propriétaire, l'homme de la compagnie A, l'homme qui croyait en moi. Prendre le téléphone a été l'effort le plus difficile de ma vie, son de composition laborieuse d'un numéro. Ma main tremblait. Quand sa voix, chaude et familière, a résonné au bout du fil, j'ai failli fondre en larmes. Je lui ai tout raconté. Ma voix se brisait. Je lui ai parlé des bagues, de la procédure, de Sandra, de son regard triomphant, du licenciement infamant. Je ne cherchais pas d'excuses, juste une oreille compatissante, peut-être une référence pour un futur emploi hypothétique. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, un silence lourd de réflexion. Puis il a pris la parole et ces mots ont changé ma destinée. Il m'a dit que le manager actuel de la compagnie A, l'homme qui avait obtenu le poste que je convoitais autrefois, partait à la retraite anticipée pour des raisons de santé. Le poste était vacant. Et il m'a dit ceci, textuellement. J'ai toujours su que tu étais fait pour ce poste. J'ai suivi ta carrière de loin, je savais que tu avais obtenu ton diplôme. J'attendais le bon moment. Reviens. Le poste est à toi. Je n'arrivais pas y croire. Alors que tout s'effondrait, une main se tendait pour me relever. Le solide pont que j'avais construit il y a des années n'était pas rompu. J'avais retrouvé ma famille. J'ai accepté sans une seconde d'hésitation. Retourner à la compagnie A été une renaissance. Reprendre mon ancien bureau, mais avec une nouvelle autorité, a été un baume sur ma blessure. Le propriétaire m'a accueilli comme le fils prodigue. Pendant quelques semaines, j'ai cru pouvoir tourner la page, laisser le poison de la compagnie B derrière moi. Mais certaines blessures sont trop profondes. L'injustice laisse une cicatrice qui démange. La nuit, je revoyais le sourire de Sandra. Son impunité m'était insupportable. Je n'étais plus une victime impuissante. J'étais en position de force. Et une colère froide, déterminée, a commencé à remplacer l'amertume. Je me suis promis que Sandra ne s'en tirerait pas comme ça. Je ne voulais pas de violence, je ne voulais pas de cris, je voulais une justice froide, irréfutable. Je voulais qu'elle paye pour ce qu'elle avait fait. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que je devais trouver une faille, une preuve. Je suis devenu un stratège dans l'ombre, réfléchissant à la façon de démonter son piège parfait. Mais ce que j'ignorais, c'est que je n'étais pas seul dans ce combat. Une alliée bien plus proche du danger que je ne l'étais avait déjà commencé à ourdir sa propre toile. Revenons un instant en arrière, au jour de mon départ. Dans l'entrepôt de la compagnie B, Karine avait regardé mon dos disparaître derrière la porte, le cœur serré d'indignation. Elle, elle savait. Elle connaissait mon intégrité, ma méticulosité maladive. Elle savait que je n'aurais jamais volé ne serait-ce qu'un trombone. Et elle connaissait la véritable nature de Sandra. Karine avait compris deux choses. Premièrement, que Sandra était coupable. Deuxièmement, qu'elle serait la prochaine sur la liste. Dans le nouveau règne de Sandra, personne n'était en sécurité. Alors, cette femme discrète et loyale a pris une décision courageuse et dangereuse. Elle a décidé de tendre un tage à la traîtresse. Ce soir-là, elle en a parlé à son mari, un homme calme et réfléchi. Ensemble, ils ont conçu un plan de patience et de subtilité diabolique. Il ne s'agissait pas d'une confrontation directe, mais d'une infiltration. Karine allait jouer le rôle de sa vie, celui de la collègue rancunière, ravie de mon départ et désireuse de se rapprocher de la nouvelle reine. Les jours suivants, Karine a commencé son travail de sape. Elle s'approchait de Sandra à la machine à café et lui glissait à l'oreille des phrases comme ⁇ Enfin, on peut respirer ici sans sa présence toxique ⁇ ou ⁇ Je me demande pourquoi ils ont attendu si longtemps pour le virer ⁇ Au début, Sandra, méfiante, se contentait de sourire. Mais la vanité est un puissant levier. Voir une collègue reconnaître sa supposée supériorité a commencé à la griser. Petit à petit, Karine a gagné sa confiance. Elle l'écoutait se plaindre des autres employés, à qui essaye avec un hochement de tête complice. La stratégie a duré des semaines, puis des mois. Karine et son mari ont commencé à accepter les invitations de Sandra et de son propre mari pour des soirées, des barbecues le week-end. Ils sont devenus un quartet apparent, un groupe d'amis que tout le monde au magasin enviait ou méprisait. Lors de ces soirées, Karine devait jouer serré. Elle devait, à petits coups, raviver le souvenir de mon crime tout en restant crédible. Elle lançait de temps en temps, entre deux verres, « Tu te souviens de l'histoire des bagues ? Quel cauchemar cette affaire.
Heureusement que tu as suggéré ça. Ou c'était tellement typique de lui de créer des problèmes sans assumer. Sandra, dans son arrogance, acquiesçait, se rengorgeant. Mais Karine attendait le moment parfait. Le moment où la combinaison de l'alcool, de la familiarité et du sentiment d'impunité ferait tomber les derniers remparts de la prudence. Elle et son mari avaient une règle. Toujours avoir un téléphone chargé et à portée de main. Leur arme n'était pas un couteau, mais un micro. Pendant ce temps, ma nouvelle vie à la compagnie A était bien remplie. Je ne savais rien de la mission que s'était donnée Karine. Parfois, je pensais à elle, espérant qu'elle allait bien, me sentant coupable de l'avoir laissée dans cet environnement hostile. Je me concentrais sur mon travail, mais la soif de justice ne me quittait pas. J'avais contacté un avocat pour évaluer les possibilités d'un procès pour licenciement abusif contre la compagnie B. Mais sans preuve contre Sandra, c'était une bataille difficile. Nous étions deux stratèges, Karine et moi, travaillant indépendamment à la même vengeance, sans même le savoir. Son champ de bataille était le salon de Sandra. Le mien était le tribunal. Et les deux étaient sur le point de se rejoindre. La patience est une vertu, mais c'est aussi une arme. Et Karine était sur le point de devenir une virtuose. Plus d'un an s'était écoulé depuis mon licenciement. Un an pendant lequel elle avait joué à la perfection son rôle d'amie dévouée, nourrissant l'ego de Sandra, l'encourageant dans ses médisances, devenant un élément si familier de son paysage qu'elle en était devenue invisible, inoffensive. La soirée fatidique avait commencé comme les autres. Ils étaient chez Sandra, dans son salon. Karine, son mari, Sandra et son propre mari. L'ambiance était détendue, le vin coulait à flot. Sandra, comme à son habitude, se laissait griser par l'alcool et par son sentiment de supériorité. Elle parlait de travail, de ses exploits, de la façon dont elle gérait le magasin. Karine sentait que le moment était proche. Elle a attendu un creux dans la conversation, un moment d'accalmie. Puis, elle a lancé, d'une voix nonchalante, en jouant avec son verre, tu sais, en y repensant, toute cette histoire avec mon nom et les bagues, c'était vraiment le symbole de tout ce qui n'allait pas avec lui, une incompétence totale. C'était l'appât. Sambra a marqué un temps d'arrêt. Un sourire mauvais a flotté sur ses lèvres. L'alcool et des mois de confiance soigneusement bâtis ont fait le reste. Elle a regardé Karine droit dans les yeux et elle a dit, avec une prudence macabre, incompétent, oui, mais pas pour les raisons que tu crois. Le silence est installé, lourd de sens. Le mari de Karine, assis un peu à l'écart, a glissé sa main dans sa poche. D'un geste discret, il a activé l'application d'enregistrement de son téléphone. Il a ensuite levé la main, comme pour attirer l'attention de sa femme, un geste fin pour la mettre en garde, mais c'était le signal convenu. L'enregistrement avait commencé. Ces bagues, je les voulais. Je les ai vues et je les ai voulues. Alors je les ai prises. Karine, jouant la stupéfaction, a demandé comment elle avait fait, et Sandra, ivre de son propre récit, s'est mise à table. Elle a raconté comment elle avait fait prétendre de travailler sur son email, comment une fois que je suis parti, elle s'était approchée du coffre, la boîte en main, comment, au moment de l'ouvrir, une idée géniale lui avait traversé l'esprit. Elle a décrit la panne des caméras comme une opportunité divine. Elle a expliqué froidement qu'elle pouvait avoir les deux choses qu'elle désirait le plus au monde, ces magnifiques bagues et ma tête sur un plateau. C'était parfait, a-t-elle dit. Il était le dernier à les avoir touchés. C'était sa parole contre la mienne. Et qui allait y croire? Poussée par les questions feintes de Karine, elle est allée même plus loin. Elle s'est levée, un peu chancelante, et a dit « Tu veux les voir? Elles sont là. » Elle les a conduits dans sa chambre et a ouvert le tiroir de sa table de nuit. Là, sous quelques sous-vêtements, l'écrin en velours était caché. Il l'a ouvert, les bagues scintillellaient, terribles et magnifiques, preuve tangible de son crime et de mon innocence. Pendant tout ce temps, le téléphone du mari de Karine enregistrait tout. Les aveux complets, les détails du stratagème, l'exhibition des preuves. C'était plus que nous aurions pu espérer. C'était une pièce maîtresse de pièges retournés contre son créateur. Le lendemain matin, Karine n'a pas perdu de seconde. Elle est directement allée au bureau du manager de la compagnie B, le visage grave. Elle lui a dit qu'elle avait une preuve cruciale concernant l'affaire des bagues. Elle a sorti une clé USB et l'a posée sur son bureau. Dans le bureau, l'ambiance est devenue glaciale en écoutant l'enregistrement. La voix de Sandra, claire et reconnaissable, détaillant son crime avec arrogance. On entendait le manager, d'abord incrédule, puis horrifié.
La trahison était là, enregistrée, indéniable. Il n'y avait plus aucun doute possible. Il a immédiatement appelé la police. Les gendarmes sont arrivés dans l'heure. Karine et son mari ont fourni une copie de l'enregistrement et ont fait une déposition détaillée. Une perquisition a été ordonnée au domicile de Sandra. Imaginez la scène. Sandra, encore un peu embrumée peut-être par l'alcool de la veille, ouvrant sa porte pour trouver des gendarmes sur le pas de la porte. Le choc, la panique. Ils ont fouillé son appartement et ont, bien sûr, retrouvé les bagues exactement là où elle les avait montrées. L'évidence était aveuglante. Elle a été arrêtée sur le champ et emmenée au poste. Les charges étaient lourdes. Vol en bande organisée, puisqu'elle a ourdi un plan, recel et dénonciation calomnieuse. Son monde qu'elle croyait si bien construit s'effondrait en un instant. Le règne de la salope était terminé. Quelques jours plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau, à la compagnie A, plongé dans des rapports, quand mon téléphone a sonné. C'était le procureur de la République. Il m'informait de l'arrestation de Sandra et de l'existence d'une preuve audio accablante. Il me demandait de venir témoigner au procès. Raconter cette conversation est difficile. C'était un mélange de soulagement immense, de vengeance assouvie et d'une profonde gratitude envers Karine. Cette femme avait risqué sa tranquillité, son emploi, et avait fait preuve d'une bravoure incroyable pour établir la vérité. Je n'ai pas hésité une seconde. Bien sûr que je témoignerai. Le jour du procès est arrivé. Une atmosphère solennelle et électrique régnait dans la salle d'audience. Je me suis assis sur le banc des témoins, le cœur battant, mais remarquablement calme. La vérité était désormais de mon côté. Face à moi, Sandra paraissait méconnaissable, plus petite, vidée de son arrogance habituelle. Son avocat a tout tenté. Il a argué que l'enregistrement était illégal, que Karine avait délibérément fait boire sa cliente pour la piéger. Mais le juge, un homme d'une sagesse et d'une sévérité implacable, n'a rien voulu savoir. Il a rétorqué que Sandra s'était volontairement mise dans cet état et que la preuve était d'une clarté et d'une fiabilité rares. On ne pouvait pas contester sa propre voix, ses propres aveux détaillés. Puis, ce fut mon tour. Témoigner fut une libération. Décrire la procédure, la scène du bureau, son regard de triomphe. Chaque mot était un poids qui se levait de mes épaules. La diffusion de l'enregistrement dans la salle silencieuse fut le moment décisif. Entendre sa voix, froide et calculatrice, avouer son crime a scellé son destin. Le verdict tomba comme un coup près. Coupable, vol, recel et dénonciation calomnieuse. Elle a été condamnée à 5 ans de prison. Lorsque le juge a prononcé la sentence, elle s'est levée et s'est écriée que c'était injuste. Ce cri, plein d'une rage impuissante, fut la dernière preuve de son incompréhension. C'était la poésie de la justice. Elle qui m'avait accusé à tort se retrouvait maintenant condamnée par la vérité. Pour moi, elle s'en était tirée à bon compte. Mais ma vengeance n'était pas seulement pénale, elle était aussi civile. Mon avocat était brillant. Nous avons intenté un procès à la compagnie B pour licenciement abusif. La direction, terrifiée par le scandale et la preuve audio, a capitulé immédiatement. Ils ont proposé un règlement substantiel le jour même où ils ont été informés de la plainte. Ils savaient qu'ils perdraient et que leur réputation serait souillée à jamais. Puis, nous nous sommes tournés vers Sandra. Nous la poursuivions pour les dommages moraux, les salaires perdus et les frais d'avocat. Elle et son mari ont tenté une manœuvre désespérée, un divorce fictif pour mettre tous leurs biens à l'abri. Mais mon avocat, prévoyant, les a poursuivis tous les deux pour complicité. Leur petit stratagème s'est effondré. La justice, une fois de plus, avait le dernier mot. Et vous croyez que l'histoire s'arrête là? Non. La vie réserve parfois des moments d'une ironie si parfaite qu'on dirait un scénario de film. Quelques années plus tard, la vie avait repris son cours. J'étais pleinement épanoui chez Compagnie A. Nous cherchions à pourvoir un poste. Mon patron, le propriétaire, déposa une pile de CV sur mon bureau. « Jette un œil à cela, me dit-il. Celui-ci a l'air intéressant. » Mon sang n'a fait un tour. Le nom, l'adresse, c'était elle, Sandra. Elle postulait chez nous, dans mon entreprise, pour un poste sous mon autorité. Ma première impulsion fut de déchirer la feuille. Puis, un sourire, non pas de haine, mais de justice froide, a traversé mon visage. Je regardai le propriétaire, et je lui dis « Organisons un entretien. Je m'en occupe. » Il me fit confiance, sans poser de questions. Le jour J, elle est entrée dans la salle de réunion. Elle avait tenté de soigner son apparence, mais on devinait les stigmates de sa chute.
les épaules voûtées, un regard fuyant. Elle avait son sourire de circonstance, prête à jouer la comédie. Puis, son regard a croisé le mien. La couleur a déserté son visage. Son sourire s'est figé, puis est tombé. C'était le cerf pris dans les phares, paralysé par une terreur absolue. Elle n'avait rien su de mon nouveau poste. La surprise fut totale. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Je n'ai pas eu besoin de me venger verbalement. Je pris son CV, feignis de le parcourir un instant, puis je posai mes mains sur la table, la regardant bien en face. Je lui ai dit d'une voix parfaitement audible et neutre, « Bonjour Sandra, je vois que vous avez beaucoup d'expérience. Malheureusement, je ne pense pas que vous soyez faite pour notre entreprise. Chez Compagnie A, nous privilégions des valeurs qui me semblent vous faire défaut. L'intégrité, la loyauté et l'honnêteté. Votre parcours récent, notamment votre condamnation pour vol, n'est pas en adéquation avec notre culture d'entreprise. Je vous remercie pour votre candidature. La porte est derrière vous. » Elle n'a pas prononcé un mot. Elle n'a pas pu. Elle s'est levée, chancelante, et a quitté la pièce sans un regard en arrière. Ce jour-là, sans une insulte, sans une menace, j'avais remporté la victoire ultime. J'avais fermé la dernière porte de sa rédemption professionnelle. La boucle était bouclée. Aujourd'hui, ma vie est radicalement différente. Je ne suis plus la victime, impuissante, de la compagnie B. Je suis un manager respecté, entouré d'une équipe loyale. Je dors paisiblement. J'ai reconstruit mon estime sur des fondations solides. Sandra a tout perdu. Son travail, sa réputation, sa liberté et toute chance de se reconstruire dans le monde professionnel. Le mensonge qu'elle avait construit s'est effondré sur elle comme un château de cartes. Cette épreuve m'a appris une leçon essentielle que je veux partager avec vous. La meilleure vengeance n'est pas la haine ou la violence. La meilleure vengeance, c'est de vivre magnifiquement bien. C'est de réussir au-delà de ce que votre bourreau imaginait. C'est d'établir des frontières solides et de ne jamais laisser les personnes toxiques définir votre valeur. L'intégrité est un capital, et tôt ou tard, ceux qui jouent avec le feu de la trahison finissent par se brûler. Sandra a joué avec le feu et elle était réduite en cendres. Si cette histoire vous a donné de la force, si vous avez vécu une injustice au travail, partagez-la en commentaire. Écrivez-moi « Justice » et donnez-moi votre ville. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes histoires sur le triomphe de la vérité et de la résilience. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre plus grande force, c'est votre vérité. Ne la laissez personne vous la voler.